Merci. Je voudrais juste préciser rapidement que, comme on l'entend dans le nom de l'ancien collectif et de la nouvelle association, on est très centré sur Paris et Île-de-France. Et c'est vrai que du coup, la question s'est posée pour l'intervention ici de quelle était notre légitimité à venir parler notamment de traversées maritimes. Et du coup, notre choix a été de demander son avis à un ami à nous qui s'appelle Ezat Wazir Tarahail, en lui proposant en fait de nous livrer sa réflexion sur ce qu'il aurait envie de dire ici. Juste avant de démarrer cette lecture, donc bon, ça reprend beaucoup de questionnements qui ont été déjà plus réfléchis peut-être que la perspective que je vais vous proposer. Je voulais juste préciser qu'il y a toujours une certaine gêne de ma part à porter des mots, des expériences, des vécus qui ne sont pas les miens et qui traversent ce texte et donc voilà, dont j'espère à travers ça ne pas trahir ces personnes dont j'aimerais bien retransmettre la voix. Donc ça s'appelle l'interminable traversée. En Afghanistan, quand je sortais de chez moi, on me demandait si j'étais avec Daesh ou avec les talibans. En ville, on me demandait si j'étais avec les talibans ou avec la police. Quand je suis arrivée ici, j'ai dû choisir entre les réfugiés et les terroristes. Je ne suis rien de tout ça. À Paris, quand j'ai plongé dans cette lutte, je ne réfléchissais pas, j'agissais. Puis est venu le temps des mots et j'ai cru pouvoir choisir. J'ai disséqué, réfléchi, analysé et j'ai choisi. Exil, pas migration. Solidarité, pas aide ni charité. Des personnes et non le migrant. Des femmes et des hommes et non des bénéficiaires. Mais je dis le mot exilé. Exilé, réfugié, migrant, c'est tout pareil. Réfugié, exilé, migrant, ça veut dire tu viens d'ailleurs, tu n'es pas comme nous. Exilé, migrant, réfugié, ça veut surtout dire que seul ton passé fait ton identité et que ce n'est pas à toi de choisir. Les dangers, la fuite, le parcours, les kilomètres par milliers, l'errance, les violences, les tortures, les terreurs, voilà ce que vous entendez dans exil, traversée, franchissement des frontières. Pourtant, traverser, ça veut aussi dire arriver. Ici, vous n'arrivez pas, et l'exil immobile est pire que les dangers. Moi, je m'appelle Ezat, je parle français, je vis ici. J'ai des rêves, je veux faire plein de choses. Quand on m'appelle réfugié, c'est comme si on m'en empêchait, comme si j'étais trop faible pour être ambitieux, comme si j'étais une sorte de statut administratif instable, pas un homme, comme si j'apportais trop de problèmes avec moi pour demander un métier à responsabilité, comme si je risquais d'être renvoyée à tout moment. J'ai fui, j'ai traversé, j'ai attendu 2 ans et demi pour avoir mes papiers, mais la frontière des mots, je ne peux pas la passer. Toi, tu t'appelles Ezat. Non, c'est pas Ezat, pardon, c'est Zia. Tu es en Europe depuis 7 ans. Quand tu es arrivé, tu étais mineur. Tu as pu commencer des études aux Pays-Bas, y vivre, parler une nouvelle langue. On t'a laissé rêver. À 18 ans, le verdict est tombé. On voulait te renvoyer en Afghanistan. S'ils estimaient que tu n'avais rien à faire là, pourquoi t'ont-ils laissé essayer ? Maintenant, tu es en France. Tu attends ta réponse à ta demande d'asile depuis plus d'1 an. L'attente est une traversée interminable. Depuis quelque temps, tu parles de rentrer. Tu risques ta vie, mais au moins tu n'attendras plus. Lui, c'est Jonas. Pendant 6 mois, il a dormi dehors dans les rues de Paris. Quand il a pu entrer dans le centre, à Porte de la Chapelle, on lui a dit qu'il était là depuis trop longtemps et on l'a remis dehors. Lui, sa décision est prise. Le 8 février, il retourne en Afghanistan. Plusieurs hommes de sa famille ont été tués par les talibans, mais impossible de le faire changer d'avis. Parler une dernière fois à sa mère, mourir auprès des siens, avoir des funérailles dignes, plutôt que de mourir de froid, anonyme et seul sur un coin de trottoir, difficile de faire le poids. Eux, ce sont des adolescents, ils étaient là tout à l'heure, ils sont partis, qui doivent se battre pour qu'on les croie, qui doivent se soumettre aux caprices d'une radio lunatique pour déterminer leur avenir. 2 mois, 6 mois, 1 an, c'est eux et leur chance. Et là, c'en sont d'autres. Eux sont à l'école, en foyer, ils ont traversé. Mais d'ici peu, ils seront majeurs. Il faudra recommencer. Nous sommes cette famille, victime de torture en Hongrie,
qui découvre au milieu de sa demande d'asile qu'elle a laissé ses empreintes là-bas, à l'occasion d'un mouvement de foule où la police vous attrape les doigts sans rien vous expliquer. Nous sommes cette famille déboutée en Norvège, dont la France refuse d'examiner le cas, qui risque d'être renvoyée en Afghanistan et dont la mère perd ses cheveux de terreur. Nous sommes ce père de famille dont l'enfant a subi des tortures en Égypte, dont la femme est morte en mer, qui lui-même a subi des tortures pour déposer ses empreintes en Italie, et à qui on annonce aujourd'hui que c'est dans ce dernier pays, et pas ici, qu'il doit faire une demande de protection. Nous avions pourtant tous fini notre traversée. Nous ne sommes pas arrivés. En Afghanistan, il n'y a pas de mot précis pour dire réfugié, ni en pachto, ni en dari, ni en ourdou. Le mot qui s'en approche le plus, c'est muhajjar en hindi et en ourdou, musafar en pachto. Le musafar, c'est celui qui ne vient pas de chez nous, mais c'est surtout celui qui est nomade, pour un temps ou pour toujours, celui qui est en voyage même s'il ne connaît pas sa destination. Ce n'est pas un migrant, ce n'est pas un refugee, c'est un passenger. Quand on construit une maison, il y a toujours la chambre du passenger. En dari, on l'appelle Musafar Khana, en pachto, Milma Khana. Plus elle est spacieuse et richement décorée, plus fière sera la famille quand elle recevra quelqu'un. Celui qui habite la chambre d'amis, le Milma, ce n'est pas un réfugié, c'est un invité. En Afghanistan, celui qui est de passage a une chambre dans chaque village, même quand il est un soldat américain. Être Musafar, c'est être bienvenu, trouver sa famille partout, chez tout le monde. L'accueil est une valeur fondamentale. Que le dîner soit fastueux ou que la nourriture se fasse rare, vous devez de savoir si vos voisins ont bien de quoi manger. Sinon, on partage. Ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Si tu offres le thé au Musafar et que tu l'invites à s'asseoir alors que tu n'as rien, tu seras respecté et honoré, peu importe ton âge, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu possèdes, exactement comme tu as honoré le Musafar, comme tu l'as aidé parce qu'il en avait besoin, sans jamais demander qui il était. Merci beaucoup. Donc des réactions depuis la salle, si je vois depuis des mains. Skype aussi, puisqu'il y a Mehdi tout qui à fait. voudrait intervenir depuis Rabat. Ok, on écoute Mehdi. Je voudrais déjà féliciter pour ces deux textes qui sont magnifiques et qui nous rappellent deux choses. Premièrement, au niveau du Sud, les drames sont vécus aussi d'une manière à fleur de peau. Il ne faut pas l'oublier que les migrants morts sur les routes ont laissé des gens derrière eux. Mais ça nous rappelle aussi que la migration, c'est une histoire parfois de richesse et pas tout le temps. Moi, je voudrais juste rappeler que ce ne sont pas toujours les plus pauvres qui migrent, en tout cas pas les plus pauvres de leur pays. Et je voudrais rappeler aussi que ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent, mais ils ne migrent pas forcément vers les pays les plus riches. Parfois, ils migrent aussi vers des pays un peu moins riches, peut-être un peu plus riches que le leur. Et l'européocentrisme et l'idée même que tous les mouvements migratoires se dirigeraient forcément vers l'Europe pousse dans la géopolitique européenne aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle l'externalisation de l'asile et des contrôles migratoires, à entraver des circulations qui se sont historiquement installées dans des régions et politiquement installées. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a une liberté de circulation au niveau des États de la CEDEAO et que l'Union européenne fait pression sur un certain nombre de pays membres de la CEDEAO pour pouvoir mieux contrôler les populations pour ne pas qu'elles puissent profiter de cette liberté de circulation pour se projeter sur l'Afrique méditerranéenne et au-delà sur l'Union européenne. Et donc il y a quand même à vérifier aussi et à être assez attentif sur ces évolutions-là. Il ne faut pas être à la fois, centré sur l'Europe, ça ne se passe pas simplement là, mais il ne faut pas non plus oublier la responsabilité européenne. Et je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir sans universaliser au maximum, parce que la violence qui est faite aux migrants en Afrique
est aussi grande, si ce n'est plus, que celle qui peut être faite en Europe. Ce n'est pas Frontex, ce ne sont pas les membres des polices d'États membres Union européenne qui fracassent les crânes ou qui arrêtent ou qui détiennent les gens en Libye, ce sont les Libyens eux-mêmes. Et on peut reproduire ce schéma un peu partout. Et donc, il y a quand même, c'est quelque chose à laquelle je tiens, il ne faut pas oublier la responsabilité des États du Sud dans la violence qui est faite aux migrants.